Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Allez, viens Shannon. Alors, elle fait encore sa starlette. Tu viens ma puce? Nous voici ensemble pour un petit instant de lecture. Je vais la prendre parce que ça va être compliqué pendant je ne sais pas combien de temps. C'est une jeune fille, que voulez-vous, encore une ado. Donc voilà. Nous voici ensemble après une grosse journée de travail pour l'instant de lecture. Donc c'est la suite de la lecture d'hier du livre de Léon Denis qui m'a fait un petit peu peur, ce qui est paradoxal quand même pour une médium. Oui, ça nous empêche pas d'avoir peur quand même. On sait que tout n'est pas tout rose de l'autre côté, ou ici, ou en haut, ou en dessous, comme vous voulez. J'ai mon micro, donc je vous remercie pour les commentaires. Vous m'avez dit que on entendait très bien, que le son était très bon. Bon, tu viens Shannon, je vais démarrer. Je vais essayer de terminer le livre. Alors, je vous promets pas, c'est jusqu'à ce que ma voix... Allez, viens là. T'as de la place, dis donc. Tu dis que je suis grosse ou quoi? Allez, voici le témoignage de Lombroso à leur sujet. Donc, vous avez, excusez-moi, la préface et tout ça dans la vidéo numéro 1. Vous pouvez écouter le début de la vidéo numéro 1 qui vous situe et qui vous explique. Donc, ça se passe, c'est des études sur le spiritisme, la spiritualité au niveau contact défunt et contact de l'au-delà. D'ailleurs, le livre s'appelle Au-delà de la mort. Et c'est Léon Denis qui a écrit ce livre. Voici le témoignage de Lombroso à leur sujet. Il écrivait dans l'allée Toura. Les cas de maisons hantées et observés en dehors de la présence de médiums dans lesquels, pendant des années, se produisent des apparitions ou des bruits concordant avec le récit de mort tragique, plaident en faveur de l'action des trépassés. Il s'agit souvent de maisons inhabitées, où ces phénomènes se produisent parfois pendant plusieurs générations et même pendant des siècles. Le docteur Maxwell, avocat général à la Cour d'appel de Bordeaux, a retrouvé des arrêts de divers parlements au XVIIIe siècle résiliant des baux pour cause de hantise. Le journal des débats, dans son numéro du 28 août 1912, rapporte le fait suivant. M.J. Danterlander possède à Chicago 3375 South Deckley Avenue, une maison de rapport. La commission chargée de répartir l'impôt avait cru devoir taxer cet important immeuble sur le pied d'un loyer de $12 000. Monsieur Danterlander a protesté. Loin de lui fournir des bénéfices, sa maison ne lui donne que de l'ennui. Il a toutes les peines du monde à la louer parce qu'elle est hantée. Une jeune femme y est morte dans des conditions mystérieuses, probablement assassinée, et depuis lors, les autres locataires sont réveillés sans cesse par les gémissements et des cris. Les locataires commencent à se lasser. Ils donnent congé l'un après l'autre. C'est pourquoi Monsieur D sollicitait une détaxe. La commission, après en avoir délibéré, a fait droit à sa requête. Elle a décidé que le revenu imposable de l'immeuble serait abaissé de 12 000 à 8 000 $. Voilà, du même coup, l'existence des fantômes officiellement reconnus. Rappelons les 2 cas de hantise de Florence et de Naples que relate mon ouvrage dans L'Invisible, pages 242 et 243. Des tribunaux, après l'audition de nombreux témoins, ont prononcé des jugements par lesquels ils reconnaissaient la validité des faits et concluant à la résiliation de baux. Tous ces phénomènes sont dus à des entités de l'ordre le plus inférieur, car les esprits élevés ne sont pas seuls à se manifester.
Les esprits de tout ordre aiment à entrer en rapport avec les hommes dès qu'ils en trouvent les moyens. De là, la nécessité de distinguer, dans les manifestations occultes, ce qui vient d'en haut et ce qui vient d'en bas, ce qui émane des esprits de lumière et ce qui est produit par des esprits arriérés. Il y a des âmes de tout caractère et de toute élévation. Il y en a même autour de nous beaucoup plus d'inférieurs que d'élevés. Ce sont celles-là qui produisent les phénomènes physiques, les manifestations bruyantes, tout ce qui est d'ordre vulgaire. Manifestations utiles cependant, puisqu'elles nous apportent la connaissance de tout un monde oublié. Allez, viens. Dans mes ouvrages déjà cités, j'ai longuement parlé des cas d'écriture médianimique et d'écriture directe. Alors le mot qui est utilisé là, je fais une petite parenthèse, vous le retrouvez dans les livres d'Allan Kardec et d'autres auteurs du début du siècle, autour de 1800-1900, on dit bien écriture médianimique et pas médiumnique comme j'entends souvent. Et on ne dit pas écriture automatique et d'écriture directe, soit médianimique, oui ma chérie, et d'écriture directe. En fait, ce qu'elle voudrait, c'est être là, mais que je ne parle pas. Les messages obtenus par ces procédés présentent une grande variété de styles et sont de valeurs très inégales. Beaucoup ne renferment que des banalités, mais il en est de remarquables par la beauté de la forme et l'élévation de la pensée. Nous citerons quelques exemples récents et inédits. Le publiciste anglais W.T. Stead, mort dans la catastrophe du Titanic, a donné la communication suivante. Le 21 mai 1912, à Madame Hervey dans un groupe parisien. Chers amis, une ombre heureuse vient à vous, inconnue quant à sa personne. Son nom ne vous est pas ignoré, ni sa mort tragique sur le Titanic. Je suis Stead, et des amis communs, entre autres la duchesse de P, m'ont amené ici pour me permettre de me manifester par l'intermédiaire de Madame Hervey, son amie. Peut-être serez-vous étonné que mes esprits familiers ne m'aient pas averti de la fatalité attachée au Titanic. Mais rien ne prévaut contre la destinée lorsqu'elle est irrémédiable, et je devais mourir sans qu'il fût possible à aucune puissance humaine ou spirituelle de reculer l'heure. L'agonie du Titanic a été quelque chose d'horrible et aussi de sublime. Il y a eu des désespoirs fous et des manifestations lâches et brutales de l'égoïsme humain. Mais combien aussi ont pris mesure de leur cœur et se sont sentis plus grands devant la mort, plus nobles et plus saints, plus près de Dieu. Savoir qu'on va mourir en pleine vie et en pleine force sous l'action de ces puissances de la nature qui ne sont qu'indomptées sous leur apparente soumission, mourir sous le scintillement des étoiles impassibles, mourir dans le calme funèbre de la mer glacée au milieu de cette solitude infinie, quelle angoisse pour la pauvre créature humaine, et quel appel est perdu vers ce Dieu dont tout à coup, elle découvre la puissance. Oh, les prières de cette nuit, les prières, les renoncements, les éclairs soudains illuminant les consciences, et la foi s'élevant dans les cœurs vers le beau champ, plus près de toi, mon Dieu. Agonie de centaines d'êtres, oui, mais agonie qui pour beaucoup était l'aurore d'un jour nouveau. Il y a pour ceux qui ont vécu, pensé, souffert, pour ceux aussi qui ont trop joui de ces décevantes joies que la fortune dispense à ses victimes, un soulagement intérieur, et comme un élan d'espérance, à penser que, dans quelques instants, tout sera fini. L'âme tressaille dans la chair et la dompte.
malgré les soubresauts inconscients de la bête. Et combien d'entre nous, aux paroles du cantique, plus près de toi, mon Dieu, se sont sentis tout près de l'être ineffable qui nous enveloppe de sa toute-puissante sérénité. Pour moi, j'ai vu venir la mort avec une étrange douceur. Je me sentais soutenu par mes amis invisibles, pénétré par ce mystérieux magnétisme qui galvanisait ceux qui allaient mourir et qui enlevait à la mort son horreur. Les morts ont peu souffert, moins que les vivants. Ceux qui étaient choisis étaient déjà à moitié dans le monde spirituel où tout rayonne d'une vie éthérée. La grande angoisse n'était pas pour eux, mais pour ceux qui, rivés à la chair, étaient entraînés sur les canaux sauveteurs pour continuer ici-bas le pèlerinage de douleur dont ils n'étaient pas encore affranchis. W. Steed, j'imagine que c'est William son prénom. Ça peut être Wilfrid aussi, je ne sais pas. Mais il est beau ce témoignage, j'aime bien. Voici 2 autres messages obtenus au moyen de l'écriture médianimique en mars et avril 1912. Chère Madame, merci du service que vous m'avez rendu. Merci de m'avoir aidé à sortir du trouble qui suit la mort. Merci de m'avoir mis en contact avec des âmes si nobles, si pures, qui rêvent le triomphe du Christ véritable et la mise en œuvre de sa doctrine dans une humanité rongée par la fièvre malsaine du matérialisme et par le débordement de ces doctrines d'une philosophie nébuleuse qui, en voulant créer des surhommes, a méconnu l'homme tout court. Le matérialisme, d'une part, et les néfastes doctrines qui ont exalté le moi aux dépens du nous et l'individu aux dépens de l'ensemble humain dont on ne peut le séparer, ont créé une amoralité générale, une dégénérescence de la conscience que les vieilles formules religieuses sont incapables d'enrayer. Oh, nous aurons bien à faire, nous, les missionnaires du Christ nouveau, et le travail ne nous manquera pas dans la vigne du Seigneur. Mais quelle joie pour l'apôtre de sentir sa mission se préciser et s'étendre, de voir que la mort, loin de coucher l'homme immobile sous la pierre du sépulcre, augmente, étend, amplifie ses facultés, qu'elle le libère des doutes, des hésitations, des scrupules faux qui troublent sa conscience. Ma vie passée n'a été que la terne chrysalide où mon âme s'est muée sous l'épreuve et la douleur en un merveilleux papillon. Ô joie immense qui gonfle le cœur, joie qui soulève l'âme dans un souffle éperdu pour la jeter palpitante de reconnaissance aux pieds du céleste Créateur qui paye si amplement la rançon du pécheur. Non, mes frères, vous qui êtes plongés dans la nuit de votre terrestre prison, vous ne pouvez concevoir le bonheur de la libération terrestre. Sentir grandir en soi cette puissance de connaissance, de connaître et d'apprendre qui a fait déjà de l'homme le maître de l'univers matériel. Sentir grandir en soi avec l'intelligence et la compréhension toutes les possibilités de l'action. Sentir son cœur s'épurer et connaître enfin la véritable amitié et le véritable amour dans la communion intime des êtres. Que les lourdes enveloppes physiques séparent par d'invincibles barrières, tout cela ne peut s'exprimer par des mots. Et il m'est impossible de vous faire sentir cette plénitude de vie qui succède au sommeil terrestre, car sur terre, l'homme est semblable au grain enfoui dans le sol obscur, germe, notion qui prépare l'épanouissement futur, mais qui n'en est pas moins
profondément enclose dans les liens de la matière. Attends, parce que là, excusez-moi, il y a un petit problème parce que vous allez entendre Shannon ronfler dans le micro et ça va pas être top pour la lecture. Alors, tu te mets là, hein, et tu ronfles pas dans le micro, s'il te plaît. Voilà. C'est très beau ce qui est écrit et c'est vraiment d'actualité. Hein. On se rend compte que c'est des années 1902-1904. Nous sommes quand même en 2021 et vous voyez que ça prend pas une seule ride, quoi. Merci encore une fois, madame, d'avoir hâté mon réveil, de m'avoir donné tant d'amis si élevés, si hauts et si pénétrés par la parole du Christ. Merci de m'avoir fait entrer dans cette phalange qui compte les lacordaires, des didons, des berciers, phalanges qui travaillent à la divine mission de la rénovation de l'idéal du Christ. Me voici donc redevenu l'ardent, le fervent apôtre que vous, ma chère fidèle. Alors, entre parenthèses, l'Esprit s'adresse ici à une personne de l'Assemblée, assez connue, avec plus de clairvoyance et plus d'intelligence des choses, avec l'espoir fervent de pouvoir reprendre plus tard et plus parfaitement la tâche que j'ai essayé de remplir ici-bas et que j'ai laissée hélas si imparfaite. C'est votre pensée qui m'a attiré près de notre médium. Merci donc à vous aussi. Je vous quitte, mes amis, plein d'une joie pure et sainte, joie qui surpasse toutes les joies de la terre, comme toutes les harmonies terrestres, comme le chant du rossignol surpasse et éteint le gazouillis de la fauvette. Merci encore. L'apôtre a repris confiance en sa mission divine et de nouveau le voici prêt à combattre pour le triomphe de l'Esprit du Christ. Et c'est signé Loison. Alors c'est avec un Y hein, pour faire le son loi. La vie spirituelle, toute merveilleuse de beauté, ne nous fait point délaisser nos amis terrestres si heureux que nous soyons. Si profondes que soient les jouissances qui nous enivrent, toujours et sans cesse nous sommes ramenés vers le lieu de notre dernière vie, vers tous ceux auxquels nous unissent les liens d'une affection fraternelle, vers nos chers aimés enfin. Oui, nous pensons à vous, des hauteurs même les plus inaccessibles où puisse s'élever la pensée. Nous venons à vous vous redire, en un écho lointain, d'espérer et d'aimer quand même, aussi rude, aussi aride que puisse être la vie. L'espoir et l'amour versent dans l'existence le breuvage d'oubli. Ils donnent le courage, la volonté forte qui nous font braver la tempête avec un front serein. Mais vienne l'accalmie, après l'orage vienne l'heure du repos bienfaisant, et vous sentirez couler en vos veines l'éternelle félicité céleste que Dieu répand, sans compter sur les pauvres humains. Le temps vous paraît bien long parfois. De nous, vous attendez les moindres communications avec impatience, avec aussi une sorte de curiosité et le vague espoir qu'elles vont vous révéler un peu le mystère des mondes. Mais la Providence sait que les révélations ne pourraient être comprises. Non, l'heure n'a pas encore sonné. Et les phrases que nous pourrons vous faire entendre resteront encore des phrases. Exhortation ou bien, certes, mais le mieux, il faut orienter les pauvres âmes en détresse par la douceur, par la bonté. Il faut amener à vous les frères incroyants, et vous saurez aussi, par la charité, leur faire entrevoir le but sublime vers lequel doit tendre la vie. La vie se continue, vous le savez, la forme seule change, encore ne change-t-elle point trop vite, car pendant bien longtemps, nous demeurons terrestres. Nous voudrions pouvoir vous exprimer tout ce que l'infini nous permet de contempler. Mais hélas, le langage humain est pauvre, les mots en sont durs, aigus, lourds comme la matière, alors qu'il les faudrait
léger et suave, d'une suavité exquise, capable de rendre les sons et les couleurs. L'atmosphère dont vous êtes enveloppé est trop épaisse pour vous permettre de percevoir même un peu toute l'harmonie qui règne dans les plans supérieurs. Ah, que de splendeur s'y déploie, et quelle consolation, quelle grande récompense à nos maux que cette vie, cette ivresse de tous les instants. Nous continuons à nous occuper des âmes errantes, mais la source d'amour qui nous abreuve est si vive et si grande qu'elle suffit pour nous laisser entrevoir de plus glorieuses destinées. L'ascension continue, sans jamais s'arrêter. Monter encore, monter toujours, sans l'atteindre jamais, vers le foyer de perfection, vers la cause suprême qui doit nous absorber tout en nous laissant notre personnalité propre. L'amour, dans quelque monde que l'on soit, est la force, le pivot des sphères qui gravitent dans leur orbite, dans la nature, dans les infiniment petits. C'est l'amour d'abord qui guide l'instinct. Dans l'homme, dans la société tout entière, c'est l'amour qui forme les sympathies, qui rend possible les rapports des humains entre eux. Sous quelques expressions qu'on veuille les déformer, de n'importe quel nom on l'affuble, si vous analysez un peu, vous trouverez toujours l'amour plus ou moins épuré, qui se trouve en tout être. Il est le centre, la cause. Au foyer, c'est lui qui règne. C'est sur ses assises qu'on construit la famille qui perpétue dans le temps et l'espace la longue suite des âges, marquant le progrès des humanités. Et c'est aussi toujours l'amour qui régit les amitiés solides. Vous formez une force puissante quand les mêmes idées, quand les mêmes ardents désirs du bien vous animent. La force fluidique qui vous entoure est considérable. Et si le granit peut vous donner une idée de sa résistance, le cristal où vient s'iriser la lumière pourra vous faire percevoir son incomparable pureté. Du plus petit au plus grand, aimez, et dans vos cœurs, dans vos âmes, coulera la source de vie. Oui, il faut aimer encore, aimer toujours, en enseignant, en continuant à propager dans toute sa grandeur la philosophie qui contient le pourquoi des destinées humaines. Labourer la terre, laisser entrer en elle le soc puissant de l'amour. Et, un jour, les moissons blondes lèveront au soleil radieux de l'avenir. Propagez sans vous lasser, propagez en aimant. C'est signé Édouard Petit, qui est décédé le 15 septembre 1910 de place Vaugirard, Paris. Tout récemment, les expérimentateurs anglais ont imaginé sous le nom de cross correspondence un nouveau procédé de communication avec l'invisible, qui est bien de nature à prouver l'identité des esprits qui se manifestent au moyen de l'écriture médianimique. Il a été décrit par Sir Hall Lodge, recteur de l'université de Birmingham, le 30 janvier 1908, lors d'une réunion de la Société de recherche psychique de Londres. La cross-correspondence, dit-il, c'est-à-dire la réception par un médium d'une partie de communication et de l'autre partie par un autre médium. Chacune de ces parties, ne pouvant être comprise sans le secours de l'autre, est une bonne preuve qu'une même intelligence agit sur les deux automatismes. Si, en outre, le message porte la caractéristique d'un défunt et est reçu à ce titre par des personnes qui ne le connaissaient pas intimement, on peut y voir la preuve de la persistance de l'activité intellectuelle du disparu.
Et si l'on obtient de la sorte un morceau de critique littéraire entièrement conforme à sa manière de penser et qui ne saurait être imaginé par une tierce personne, je dis que la preuve est convaincante. Telles sont les espèces de preuves que la société peut communiquer sur ce point. Après avoir parlé des efforts tentés dans ce sens par les esprits de Gurney, Hodgson et Myers, en particulier, l'orateur ajoute: nous trouvons que leurs réponses à des questions spéciales sont faites d'une façon qui caractérise leur personnalité et révèle des connaissances qui étaient de leurs compétences. La cloison qui sépare les incarnés des désincarnés, dit-il pour conclure, tient encore ferme, mais elle se trouve amincie en maints endroits. Comme les travailleurs d'un tunnel, nous entendons, au milieu du bruit, des os et d'autres bruits, des coups de pique de nos camarades de l'autre côté. Nous ne saurions trop insister sur une question capitale, celle de l'identité des esprits qui se communiquent au cours des expériences. Cette identité établie de la manière la plus précise sera la meilleure réponse aux contempteurs du spiritisme et à tous ceux qui cherchent à expliquer les phénomènes par d'autres causes que celles de l'intervention des défunts. Voici quelques faits qui nous paraissent caractéristiques et appuyés sur des témoignages importants. Le premier, rapporté par Myers dans son ouvrage sur la conscience subliminale, concerne une personne bien connue de l'auteur, M. Brown, dont il garantit la parfaite sincérité. Un nègre d'origine cafre vient en visite chez M. Brown un jour qu'il faisait des expériences spirites avec sa famille. Le visiteur introduit, on demanda s'il y avait de ses patriotes défunts voulant entrer en communication avec lui. Aussitôt, la jeune fille de la maison, qui ne connaissait pas un mot de cafre, écrivit plusieurs noms en cette langue. Lus au nègre, ils provoquèrent chez lui une vive stupeur. Puis vint un message en langue cafre dont il comprit tout à fait la lecture, à l'exception d'un mot inconnu de M. Brown. En vain, celui-ci le prononçait de manière diverse. Le visiteur n'en saisissait pas le sens. Tout à coup, le médium écrivit « Fais claquer ta langue ». Alors M. Brown se rappela soudain le claquement particulier de la langue qui accompagne l'articulation de la lettre T chez les cafres, et il se fit comprendre immédiatement. Les cafres, l'ignorant l'art d'écrire, M. Brown s'étonnait de recevoir un message écrit. Il lui fut répondu que ce message avait été dicté à la demande des amis du nègre par un de ses amis européens qui, de son vivant, parlait couramment cette langue. L'Africain semblait terrifié à la pensée que des morts étaient là invisibles. Le second cas est relatif à l'apparition d'un esprit nommé Néphantes. Alors c'est avec un P et un H. Dans une séance tenue à Christiania, chez le professeur E, avec Madame d'Espérance comme médium, l'esprit donna le moulage de sa main dans la paraffine. Ce modèle en creux, porté chez un professionnel pour qu'il en fît le relief, excita sa stupéfaction et celle de ses ouvriers. Ils comprenaient bien qu'une main humaine n'avait pu le produire, parce qu'elle l'aurait brisé en se retirant, et déclarèrent que c'était une œuvre de sorcellerie. Une autre fois, Néphantes écrivit sur le carnet du professeur E des caractères grecs. Traduites le lendemain du grec ancien en langage moderne, ces paroles signifiaient « Je suis Néphantes, ton ami ». Lorsque ton âme sera oppressée par trop de douleur, invoque-moi et j'accourrai promptement pour soulager tes peines. Enfin,
Le troisième cas est certifié authentique par M. M. Šedo Mijatović, ministre plénipotentiaire de Serbie à Londres, qui l'a communiqué en 1908 aux laïcs priés par des spirites hongrois de se mettre en rapport avec un médium pour élucider un point d'histoire relatif à un ancien souverain serbe mort vers 1350. Il se rendit chez M. Vango, dont on parlait beaucoup à cette époque et qu'il n'avait jamais vu auparavant. Endormi, le médium annonça la présence de l'esprit d'un jeune homme, très désireux de se faire entendre, mais dont il ne comprenait pas le langage. Pourtant, il finit par en reproduire quelques mots. C'était du serbe, dont voici la traduction. « Je te prie de vouloir écrire à ma mère Nathalie, en lui disant que j'implore son pardon. » L'esprit était celui du roi Alexandre. Monsieur Šedo Mijatović en douta d'autant moins que de nouvelles preuves d'identité s'ajoutèrent bientôt à la première. Le médium fit la description du défunt, et celui-ci exprima ses regrets de n'avoir pas suivi un conseil confidentiel que lui avait donné 2 ans avant son assassinat le diplomate consultant. Les faits suivants, pour la plupart inédits, constituent autant de preuves de la survivance. Au cours des séances que nous tenions à Tours de 1893 à 1901 et dont j'ai parlé en mon ouvrage Dans l'invisible, spiritisme et médiumnité, à propos des phénomènes de la transe. Monsieur Perrine, président de la cour d'appel d'Alger, qui avait pris sa retraite dans notre ville, s'entretenait librement avec l'esprit de son fils Édouard Perrine, décédé à l'âge de 26 ans, juge de paix à Cherchell, le 1er novembre 1874. Un certain soir il nous arriva chargé d'une liasse de papier couvert de croquis à la plume, représentant des scènes humoristiques tracées par le défunt et qu'il conservait comme des reliques. « Édouard, demanda-t-il à l'esprit, quand celui-ci se fut incorporé en Madame F., notre principal médium, lequel n'avait jamais connu le décédé ni mis les pieds en Algérie. Édouard, qui était donc ce gros homme dont tu as tracé la caricature sur cette page. Ni moi, ni ta mère, nous ne pouvons nous rappeler le sens de ce croquis. On voyait sur le dessin un homme obèse s'essayant à grimper à un poteau télégraphique. « Comment, père ?» répondit l'esprit. « Tu ne te rappelles pas ce monsieur X si ridicule qui, à Alger, nous fatiguait de ses propos oiseux et de ses hâbleries sur son agilité. » Et il entra dans des détails très précis sur l'identité de ce personnage, si bien que monsieur et madame Perrine se remémorèrent aussitôt la cause inspiratrice de ces dessins burlesques. Un jour d'été, madame F., occupée dans son jardin, avec son mari à de menus travaux, se sentit poussée par une force irrésistible à couper une superbe rose. Le seul ornement d'un arbuste et dont madame F. était très fière. Celui-ci chercha en vain à la dissuader. Sous l'influence occulte, elle coupa la fleur et courut l'offrir à madame Perrine, qui habitait dans le voisinage. Cette dame ravie s'écria en la voyant. « Oh, quel plaisir vous me causez en ce jour! C'est celui de ma fête !» Madame F. ignorait ce détail. À la séance suivante, l'esprit d'Édouard, s'adressant à sa mère, lui dit « N'as-tu pas compris que c'est moi qui ai poussé le médium à détacher cette fleur et à te l'offrir en souvenir de moi ?» Lors des séances tenues à Paris, en décembre 1911, chez le capitaine P., officier d'état-major, en présence de quelques amis parmi lesquels se trouvait le docteur G., et M. Robert Pelletier, secrétaire de la revue,
Un esprit se manifesta comme étant Guébert, savant arabe ayant vécu en Perse de 760 à 820. Pour preuve de son identité, il indiqua que la traduction de ses ouvrages était à la Bibliothèque nationale et donna leur titre. Summa Collectionis, Compendium, Testamentum, etc. Monsieur Pelletier alla contrôler ces affirmations à la bibliothèque et elles se trouvèrent entièrement confirmées. Aucun des insistants n'avait jamais entendu parler de ce personnage. Dans le même groupe, le compositeur Francis Thomé se fit reconnaître de ses cousins en rappelant des faits ignorés des autres personnes et dont quelques-uns n'étaient même plus présents à la mémoire de ses parents. Le général L.G. m'écrivait en 1904. Je ne puis résister au désir de vous communiquer le fait suivant. Au mois de juillet dernier, ma femme était à B chez son frère et se livrait à des expériences de typologie. Après diverses communications par la table, survint l'esprit de l'amiral Lacombe, oncle de ma femme, mort en janvier 1903. Mon beau-frère, capitaine au degré de ligne, très sceptique, interrogea. Puisque tu es là, tu pourrais peut-être nous dire où est le bon de loterie turque qui était dans les papiers de papa. Je n'ai pu le trouver. Toi qui as réglé cette succession, comme tuteur de Marie, tu dois bien le savoir. La table répondit. Il est chez M. L. Notaire. Non, je le lui ai demandé, il ne l'a pas. Si, il est dans une chemise au nom de M.V., banquier de mon beau-père, avec de vieux papiers, dans le bureau du premier clerc. Mon beau-frère en reste là. Aujourd'hui, je reçois de lui une lettre m'annonçant que le billet de loterie turque a bien été trouvé à l'endroit indiqué par la table. C'est renversant, voilà le fait. Le cas suivant, publié par monsieur Aksakov, montre jusqu'à quel point les personnes décédées peuvent continuer à être au courant des choses terrestres. Un jour, une jeune fille russe, Choura, diminutif d'Alexandrine, s'empoisonna à l'âge de 17 ans après avoir perdu son fiancé Michel qui, arrêté comme révolutionnaire, perdit la vie en tentant de s'évader. Le frère de Michel, Nicolas, était, au moment où a été prise cette observation, étudiant à l'Institut technologique. Un jour, une dame de Wessler et sa fille, dont la première s'occupait beaucoup de spiritisme, qui ne connaissait que très peu la famille de Michel et de Nicolas, et dont les relations avec Choura et sa famille remontaient déjà à une époque éloignée et n'ont jamais été très suivies, reçoivent par l'intermédiaire d'une table un message de Choura, leur enjoignant de prévenir sans retard la famille de Nicolas que leur fils court le même danger dont avait péri son frère. En présence des hésitations de ces deux dames, Choura devient de plus en plus insistante, prononce des paroles dont elle avait l'habitude de se servir de son vivant et pour leur fournir une preuve de son identité, va jusqu'à apparaître à Sophie un soir, la tête et les épaules encadrées d'un cercle lumineux. Ceci n'a pas encore suffi à décider Madame von Wessler et sa fille. Enfin, un jour, Choura leur fait savoir que tout est fini, que Nicolas va être arrêté, qu'elles auront à se repentir de ne pas lui avoir obéi. Les deux dames se décident alors à porter tous ces faits à la connaissance de la famille de Nicolas, qui, très satisfaite de la conduite de ce dernier, ne prêta aucune attention à ce qu'on venait de leur raconter. 2 années se passèrent sans incident, lorsqu'on apprit un jour que Nicolas venait d'être arrêté pour avoir pris part à des réunions révolutionnaires qui ont eu lieu à l'époque même des apparitions et des messages de Choura.
Le vice-amiral anglais Osborne Moore était un ami de William Stead. Depuis la catastrophe du Titanic, l'amiral est entré en communication avec son ami par l'intermédiaire de Madame Vriet, médium. Il le raconte lui-même ainsi. Donc William Stead, donna 3 admirables preuves d'identité. 2 à mademoiselle Harper et 1 à moi. Il fit allusion au dernier entretien que nous eûmes ensemble, à Bank Building. À cette occasion, la conversation avait duré 1 demi-heure et roula sur différents sujets. Depuis la guerre entre l'Italie et la Turquie jusqu'à la prochaine visite de son excellente amie Madame Vriet, c'est de cela que nous parlâmes le plus, surtout de certaines conditions qu'il désirait qu'on observât. Ce fut à une de ces conditions qu'il fit surtout allusion dans cette séance du dimanche soir. Le lundi matin, notre ami se montra lui-même à moi sous une forme éthérée, alors que je me trouvais seul avec le médium. C'était un bon simulacre, très brillant jusqu'au milieu du corps, mais cette fois-ci, il ne parla pas. Le même soir, il se montra de la même façon à plusieurs amis intimes et parla pendant plusieurs minutes sur des sujets dont on savait que son esprit était préoccupé lorsqu'il quitta l'Angleterre. Un autre ami de M. Stead, M. Šedo Mijatović, ministre plénipotentiaire de Serbie à Londres, a vu l'esprit de Stead et lui a parlé quelques instants. Là encore, l'esprit donna des preuves formelles de son identité, en rappelant des souvenirs totalement inconnus du médium. M. Šedo Mijatović en a témoigné formellement dans une lettre publiée le 8 juin dans le Light. Le professeur Hislop a raconté aussi comment, dans une séance avec Madame Chenoweth pour médium William James, le célèbre philosophe américain, mort quelques mois auparavant, était venu et avait donné de nombreuses preuves d'identité, notamment en rappelant des faits que M. Hislop seul pouvait connaître. Le Light de Londres apporte un cas remarquable d'identité par l'écriture médianimique, le voici. M. Shepard avait comme principal employé un certain M. Purday, en qui il avait toute confiance. Purday étant tombé malade, M. Shepard alla lui rendre visite. Il fut reçu par la femme, qui ne le laissa pas pénétrer qu'avec la plus grande répugnance auprès de son mari, et ne quitta pas un seul instant la chambre du malade, ni pendant cette visite, ni pendant les suivantes. Ceci frappa d'autant plus le visiteur que le malade le regardait de façon particulière et semblait avoir quelque chose d'important à communiquer et en être empêché par la présence de sa femme. Purday mourut sans testament. Sa femme hérita de sa fortune qui, au dire des voisins, était considérable, ce qui surprit beaucoup M. Shepard. Quelques semaines plus tard, il reçut la visite d'un M. Stafford, médium écrivain, qui lui remit une page d'écriture médianimique signée du nom de Purday. Celui-ci avouait que pendant de longues années, il avait abusé de la confiance de son patron et avait fait des détournements quotidiens dont le total constituait un capital important. Il ajoutait que, se trouvant profondément malheureux, il se résignait à cet aveu que sa femme lui avait empêché de faire avant sa mort. Les détails qu'il donnait permirent à M. Shepard de contrôler ses affirmations. En outre, ayant soumis cette communication et un spécimen de l'écriture de Purday, vivant à un expert, celui-ci conclut à l'identité commune des 2 pièces. Dis donc, sacrée histoire. Le 3 avril 1890, à 10h du matin, Mrs. d'Espérance se trouvait dans son bureau, à Gothenburg, Suède, occupée à écrire plusieurs lettres d'affaires. Elle avait daté une feuille de papier et tracé l'entête, puis s'était arrêtée pour se renseigner sur l'orthographe d'un nom.
Lorsqu'elle remit les yeux sur la feuille, elle s'aperçut que sa plume ou sa main avait écrit spontanément et à grands caractères les mots Svens Stromberg. 2 mois après, M. Alexandre Aksakov, le professeur Boutlerov, d'autres amis russes et M. Feindler vinrent trouver Madame d'Espérance pour étudier les meilleurs moyens de photographier des fantômes matérialisés. Dans une séance, son esprit guide, Walter, écrivit « Il y a ici un esprit disant s'appeler Stromberg. Il désirerait que ses parents fussent informés de sa mort. Il me semble qu'il a dit être mort dans le Wisconsin le 13 mars et être né à Jämtland. Il avait une femme et 6 enfants. S'il est mort à Jämtland, dit Mrs. Feidler, qu'il nous donne l'adresse de sa femme. Il fut répondu « Non, il est mort en Amérique et ce sont ses parents qui vivent à Jämtland. » Le jour suivant, au cours d'une séance de photographie, une plaque développée laissa apparaître derrière Madame d'Espérance une tête d'homme à l'aspect placide. Madame Feidler demanda à Walter quelle était cette entité photographiée. « Oui, répondit Walter, c'est ce Stromberg dont je t'ai parlé. Je dois même te dire qu'il n'est pas mort dans le Wisconsin, mais à New Stockholm, et que la date de sa mort est le 31 mars et non le 13. Ses parents habitent à Strom, Stocking, ou un nom de ce genre, dans la province de Jämtland. Il a dit, me semble-t-il, qu'il émigra en 1886, qu'il se maria et eut 3 fils et non 6. Il mourut aimé et pleuré de tous. » C'est bien, répliqua Madame Feidler. Dois-je envoyer sa photographie à sa veuve? Tu n'as pas encore bien compris, répondit Walter. J'ai dit que ce sont les parents à Jämtland qui ignorent sa mort et non sa femme. Il m'a dit que tout le monde le connaît dans le pays. J'imagine que, si tu envoies la photographie à Jämtland, tu atteindras le but. Pendant 1 an, Madame Feidler s'occupa de vérifier ses renseignements. Voici ce qu'il obtint. Enfin, c'est Monsieur Feidler, excusez-moi. Sven Ersson, natif de Stromstocken, paroisse de Strom, dans la province de Jämtland en Suède, s'était marié avec Sarah Kaiser, avait émigré au Canada et, une fois établi, avait pris le nom de Stromberg. Cette dernière circonstance est assez commune parmi les paysans de la Suède, dont les familles ne portent pas de nom qui leur soit propre. On consulta la femme du défunt, le médecin qui l'avait soigné et le pasteur. Tous étaient d'accord pour dire que le 31 mars 1890, jour de sa mort, Stromberg, en dictant ses dernières volontés, avait exprimé le désir formel que ses parents et amis de Suède furent informés de son décès. Pour des raisons trop longues à énumérer, ces dernières volontés ne furent pas exécutées. La photographie de Sven Stromberg fut aussi identifiée. Elle avait été envoyée à Strom, où elle fut accrochée à la sacristie avec invitation aux personnes qui la reconnaîtraient d'y apposer leur signature. Elle fut renvoyée avec de nombreuses signatures et beaucoup de commentaires. Il reste acquis que 60 heures après sa mort, survenue dans le nord du Canada, Sven Stromberg écrivit son nom sur une feuille de papier dans la ville de Gothenburg en Suède et que tous les renseignements qu'il a communiqués par l'intermédiaire de Walter étaient de la plus parfaite exactitude. Alors je vous propose d'arrêter là parce que ça fatigue de lire à haute voix. Nous sommes arrivés à la page 79-80. Il y a 122 pages, donc je pense que je vais faire 3 volets. Je devrais y arriver certainement demain. Alors, pour toutes les nouvelles personnes qui arrivent sur la chaîne, parce qu'il y en a, vous avez le tome 1 de cette vidéo. C'est marqué 1. J'ai fait des petits montages pour vous marquer 1.
Si vous souhaitez recevoir des notifications quand je poste des vidéos, ce qui est vraiment très pratique, vous créez un petit compte dans YouTube, c'est gratuit, avec une adresse mail valide et vous recevrez une petite notification. Tiding! Et comme ça, quand je poste des vidéos ou des instants de lecture ou autres, vous aurez votre propre notification. Vous avez de plus en plus nombreux à rejoindre la chaîne. Je vous en remercie. Et je prépare pas mal de sujets. Je vais essayer de vous les faire ce week-end si je peux. Je vous dis namasté. Shannon a fini par s'endormir à la place qui lui convient. Et je vous dis à très vite pour d'autres instants de lecture.